Michael Dudikoff était l'un des plus grands héros d'action de la planète, jusqu'au jour où il a disparu. Voici l'histoire de l'homme qui a rempli les salles du monde entier sans jamais avoir fait de karaté, sans avoir grandi dans une salle de gym et sans avoir eu la moindre connexion à Hollywood. Avant que Keanu Reeves ne devienne une icône en costume noir, avant que John Wick ne transforme le silence en arme absolue, il y avait Michael Dudikoff. Un type ordinaire, sans passé martial, qui a rapporté des centaines de millions de dollars au box-office des années 80 pendant que Hollywood faisait semblant qu'il n'existait pas. Puis, il s'est évaporé. L'histoire de pourquoi le premier Everyman du cinéma d'action a été effacé va vous faire douter de tout ce que vous croyez savoir sur qui mérite de devenir une star. L'inconnu venu de nulle part. Imaginez 1984 à Los Angeles. Michael Dudikoff a 29 ans. Il vit au jour le jour, prend tous les petits rôles qu'il peut trouver, soap-opéra, figuration, bout de texte. Il galère depuis des années et n'a presque rien à montrer. Il n'est pas né dans une famille hollywoodienne, il n'a pas commencé les arts martiaux à 5 ans. Il n'était ni bodybuilder, ni combattant, ni athlète avec une histoire toute faite. Juste un gars de Torrance, en Californie, né le 1er juillet 1954, qui essayait de percer dans un milieu qui broyait des milliers d'espoirs chaque année. Son père était contrôleur de gestion, sa mère femme au foyer. Rien de glamour, rien qui ouvre des portes. Il grandit à Redondo Beach, va au lycée et à la fin des années 70, il pose pour des catalogues et des pubs de grands magasins pour payer les factures. Il avait le physique, 1,83 m, cheveux blonds sales, yeux bleus, visage américain classique. Mais à Hollywood, avoir le physique est la monnaie la plus banale, tout le monde l'a. Il prend des cours de comédie, travaille son métier, se présente à chaque audition et se fait rejeter sans arrêt. Quelques petits rôles arrivent, un épisode de Dallas, une figuration dans un téléfilm oublié. En 1981, il joue dans Making the Grade, personne ne s'en souvient. En 1982, il apparaît dans Tron comme joueur arcade, pas une réplique, juste debout pendant que Jeff Bridges sauve le monde. En 1984, Dudikoff touche le mur que la plupart des acteurs finissent par heurter. Tu as presque 30 ans, tu as tout donné, tu es toujours fauché, toujours personne, et tu te demandes si tu ne devrais pas simplement abandonner et trouver un vrai boulot. Son agent continue de l'envoyer au casting. Il continue d'y aller, rien ne marche. Puis, le téléphone sonne. Cannon Films est en crise. Ils ont lancé un film d'action intitulé American Ninja, prévu au tournage aux Philippines. La star qu'ils avaient engagée, un vrai martial artiste, vient de partir à la dernière minute. Le tournage doit commencer dans quelques semaines. Ils ont besoin de quelqu'un tout de suite. Quelqu'un qui a la tête de l'emploi, quelqu'un de pas cher, quelqu'un d'assez désespéré pour dire oui sans poser trop de questions. Ils appellent l'agent de Dudikoff. Est-ce qu'il veut passer une audition ? Dudikoff se présente sans rien connaître aux arts martiaux, sans comprendre dans quoi il met les pieds. Il lit quelques répliques, lance quelques coups de poing maladroits. Le réalisateur Sam Firstenberg le regarde et voit quelque chose que personne d'autre n'avait vu. Pas un martial artiste, pas encore vraiment un acteur, juste un type qui pouvait devenir tout ce que la caméra avait besoin qu'il soit. Il lui offre le rôle sur le champ. Le coup de fil qui change tout. Voici où ça devient fou. Dudikoff n'avait jamais suivi un seul cours d'arts martiaux. Pas une ceinture, pas un kickboxing, rien. Cannon Films était sur le point de faire de lui la star d'un film d'action martiale et il ne savait même pas donner un coup de pied correctement. Dans n'importe quel studio, c'était de la folie. Mais Cannon Films n'était pas un studio comme les autres. Il était dirigé par les cousins israéliens Menachem Golan et Yoram Globus. Deux hommes qui fonctionnaient à l'instinct, au culot et au mépris total des règles hollywoodiennes classiques. Leur philosophie était simple. Tourne vite, tourne pas cher, vend partout et ne réfléchit pas trop. Ils sortaient des films en quelques semaines, vendaient les droits de distribution avant même la fin du tournage et passaient au projet suivant avant que quelqu'un ait le temps de comprendre ce qu'il venait de voir. C'était du cinéma de guérilla à son état le plus brutal, et ça marchait. Quand Dudikoff débarque aux Philippines pour American Ninja, il a peut-être 2 semaines de formation express en arts martiaux, c'est tout. 2 semaines pour avoir l'air d'un combattant de toute une vie. L'équipe Cascade, dirigée par des coordinateurs venus de Hong Kong, doit tout construire autour de lui. Chaque combat est chorégraphié pour masquer ses limites. Coupe rapide, angle de caméra qui transforme des mouvements basiques en coups dévastateurs, doublure pour les séquences complexes. Mais Dudikoff était malin, il observait, il apprenait, il absorbait tout. Et il avait quelque chose qu'on ne peut pas enseigner, la présence à l'écran, cette qualité intangible qui fait qu'on ne peut pas détacher les yeux de lui. Ce n'est pas une question de technique, c'est de l'énergie, de la crédibilité, la capacité à faire croire au public même quand le scénario est mince et le budget inexistant.
Dudikoff l'avait. Quand il mouvait, même maladroitement au début, ça paraissait vrai. Quand il fixait la caméra avec cette intensité froide, on croyait vraiment que ce type pouvait vous démonter. Sam Firstenberg lui a donné une consigne simple. Ne joue pas Bruce Lee, ne joue pas Chuck Norris, sois juste un gars normal qui se révèle invincible. Cette direction a tout débloqué. Parce que Dudikoff ne jouait pas un super-héros, il jouait quelqu'un dans qui le public pouvait se projeter. Un Américain normal qui découvre qu'il a été formé comme une arme depuis l'enfance. Pas d'ego, pas d'arrogance, juste de l'efficacité et une létalité silencieuse. La comparaison avec John Wick n'est pas exagérée, c'est le modèle. Keanu Reeves dans John Wick est un homme ordinaire poussé à la violence. Peu de dialogue, impact maximum, action propre et méthodique. Joe Armstrong dans American Ninja était exactement le même personnage 30 ans plus tôt. La différence, Dudikoff est resté coincé chez Cannon Films pendant que Reeves avait toute la machine hollywoodienne derrière lui. American Ninja, le film qu'Hollywood n'a jamais cru. American Ninja sort le 30 août 1985, budget inférieur à 1 million de dollars, tournage brutal, effets spéciaux quasi inexistants. L'histoire est simple, un soldat américain aux Philippines découvre qu'il a été élevé par un maître ninja japonais. Il souffre d'amnésie et doit affronter un colonel trafiquant d'armes possédant une armée privée de ninjas. Ce n'était pas Shakespeare, ce n'était même pas censé l'être. Les critiques l'ont massacré. Variety l'a traité d'exploitation bon marché. Le New York Times ne s'est même pas donné la peine de le chroniquer. Les grands médias l'ont balayé comme un énième film d'action jetable sorti d'un studio qui les fabriquait comme des fast-food. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Le public s'en fichait complètement. Les gens sont venus et ils sont revenus. American Ninja sort en sortie limitée et explose. Plus de 10 millions de dollars aux États-Unis sur un budget d'1 million. Mais la vraie histoire est internationale. Le film devient un phénomène en Europe, en Asie et en Amérique latine. Dans certains pays, il bat des grosses productions hollywoodiennes. Les locations vidéo explosent, les gamins veulent être Joe Armstrong, les adultes adorent l'action directe. Ce qui a fait la différence, alors que des dizaines d'autres films martiaux low budget ont échoué, Dudikoff. Il ne jouait pas un personnage avec un lourd backstory qui nécessite 20 minutes d'exposition. Il ne faisait pas de blagues ni de show. Joe Armstrong était un mystère même pour lui-même. Calme, efficace, létal sans cruauté. Quand il se battait, c'était parce qu'il n'avait pas le choix, pas pour prouver quoi que ce soit. La chorégraphie paraissait brutale et réelle. Pas de saut dans les airs, pas d'énergie mystique, juste du combat terrestre et concret. Le costume ninja le rendait terrifiant. Combinaison noire, visage masqué, mouvement silencieux, la mort qui marche. Cannon Films lance immédiatement une suite, puis une troisième, puis une quatrième. American Ninja devient une franchise. Dudikoff devient la plus grande star de Cannon. Son visage est sur des affiches partout dans le monde. Des jouets Joe Armstrong sont fabriqués. Les enfants imitent son style dans les cours de récréation. Mais ce que presque personne ne sait, c'est qu'au moment où American Ninja cartonne à l'international, les grands studios hollywoodiens ne regardent même pas. Warner, Paramount, Universal, Fox considèrent Cannon Films comme une blague. Le fait que Dudikoff ramène des sommes énormes n'a aucune importance parce qu'il le fait au mauvais endroit. À Hollywood, l'endroit où tu réussis compte plus que le fait que tu réussisses. Le succès d'American Ninja venait de l'enfermer dans une cage dont il ne sortirait jamais. Il était devenu le roi d'un royaume que personne ne respectait. Et quand Cannon Films s'est effondré, il est tombé avec lui. Le phénomène qu'ils n'ont jamais compris. American Ninja 2, la confrontation sort en 1987. Budget plus élevé, chorégraphie meilleure, plus d'explosions, même formule. Dudikoff revient en Joe Armstrong face à un savant fou qui crée des super ninjas génétiquement modifiés sur une île des Caraïbes. L'histoire est absurde, l'exécution est parfaite. Le film rapporte encore plus que le premier. À ce stade, Dudikoff a vraiment appris les arts martiaux. Il s'entraîne intensivement entre les films, taekwondo, karaté, judo. Il développe son propre style hybride fait pour la caméra. Frappe rapide, efficacité brutale, aucun mouvement inutile. Il devient le vrai truc. Steve James revient et leur alchimie élève le film bien au-dessus du simple film d'action. Quand le personnage de James meurt en sauvant Joe à la fin, le public est dévasté. Ce n'était pas juste une mort de sidekick, ça voulait dire quelque chose parce que les deux acteurs l'ont joué à fond. Le film rapporte plus de 15 millions aux États-Unis et écrase tout à l'international. Dudikoff est désormais une valeur sûre. Cannon lui signe d'autres films, Avenging Force, Platoon Leader, River of Death. Il tourne sans arrêt, parfois plusieurs films à la suite.
Et voici ce que personne ne dit. Dudikoff était bon, pas juste correct, vraiment bon. Il apportait du naturel à des rôles qui auraient pu être plats. Dans Avenging Force, il montre de la peur, de la vulnérabilité, de la rage. Il n'était pas juste une machine à tuer, il était un être humain piégé dans des situations impossibles. Mais les grands studios n'ont jamais appelé. Pendant que Jean-Claude Van Damme obtenait le soutien d'Universal pour Bloodsport et Kickboxer, pendant que Steven Seagal signait des contrats à 7 chiffres chez Warner, Dudikoff restait chez Canon. Le plafond était bas. En 1988, American Ninja 3 se tourne sans lui. Il avait demandé plus d'argent. Canon a refusé. Ils l'ont remplacé par David Bradley. Le film a fait un flop. Les fans l'ont rejeté immédiatement. Canon a rappelé Dudikoff pour American Ninja 4, mais le mal était fait. Voici ce qui est dingue. Entre 1985 et 2013, Mikhail Dudikoff a tourné 15 films qui ont rapporté collectivement plus de 300 millions de dollars dans le monde sur des budgets minuscules, avec presque zéro marketing et des sorties limitées. Mais personne n'en a parlé, parce qu'il le faisait chez Canon Films. Et à Hollywood, réussir quelque chose d'extraordinaire au mauvais endroit est pire que de ne rien faire du tout. Le piège Canon Films. Pour comprendre pourquoi la carrière de Dudikoff est morte, il faut comprendre ce qui est arrivé à Canon Films. Menahem Golan et Yoram Globus avaient construit un empire sur la vitesse et le volume. À leur pic, au milieu des années 80, ils produisaient 40 films par an. Certains étaient des hits, la plupart étaient du remplissage bon marché, destiné à se rentabiliser grâce aux préventes internationales et aux locations vidéo. Le modèle a marché jusqu'au jour où il cessait de marcher. En 1987, Canon s'est étendu trop vite. Ils ont acheté des chaînes de cinéma, des studios, investi dans de gros films qui ont coulé. Superman 4 a coûté 30 millions et en a rapporté 16. Masters of the Universe, le film He-Man, a été un autre désastre coûteux. Ils perdaient de l'argent en essayant de maintenir leur pipeline de films d'action low budget. Dudikoff continuait à tourner entre les suites. American Ninja, il fait Avenging Force, qui aurait dû être son ticket pour le vrai Star System. Il joue Matt Hunter, un ancien agent des services secrets dont la famille est ciblée par un club de chasse fasciste. Le film est dark, brutal et contient certaines des meilleures chorégraphies jamais faites chez Canon. C'est aussi un échec financier, parce que Canon n'avait pas les moyens de le promouvoir correctement. Ils l'ont sorti en salle limitée puis balancé direct en vidéo. Encore un potentiel franchise gâché. La même chose arrive avec Platoon Leader en 1988, pendant que Oliver Stone cartonne avec Platoon. Le film de Dudikoff est enterré. Il était pourtant bon, un regard cru sur la guerre, vu par un jeune lieutenant dépassé. Dudikoff joue contre son image, il montre la peur et l'inexpérience plutôt que l'invisibilité. Les critiques qui l'ont vu ont salué sa performance, presque personne ne l'a vu. En 1989, Canon Films est en chute libre. Menahem Golan et Yoram Globus se déchirent. Leur partenariat qui avait construit l'empire se brise. En décembre 1989, Menahem Golan part créer sa propre société, 21 Century Film Corporation. Yoram Globus reste chez Canon, mais la compagnie est déjà morte. Les dettes l'ont écrasé. Il dépose le bilan en 1993 et tout le catalogue est vendu pour payer les créditeurs. Pour Dudikoff, c'est catastrophique. Il était sous contrat exclusif avec Canon. Quand le studio s'effondre, sa carrière s'effondre avec lui. Il n'a pas les connexions pour sauter dans un autre grand studio. Son agent n'arrive pas à décrocher des rendez-vous chez Warner ou Paramount, parce que ces studios voient Canon comme une blague. Le fait que Dudikoff ramène des sommes énormes n'a aucune importance, parce qu'il le fait au mauvais endroit. À Hollywood, l'endroit où tu réussis compte plus que le fait que tu réussisses. Le piège Canon Films. Pour comprendre pourquoi la carrière de Dudikoff est morte, il faut comprendre ce qui est arrivé à Canon Films. Menahem Golan et Yoram Globus avaient construit un empire sur la vitesse et le volume. À leur pic, au milieu des années 80, ils produisaient 40 films par an. Certains étaient des hits, la plupart étaient du remplissage bon marché, destiné à se rentabiliser grâce aux préventes internationales et aux locations vidéo. Le modèle a marché jusqu'au jour où il cessait de marcher. En 1987, Canon s'est étendu trop vite. Ils ont acheté des chaînes de cinéma, des studios, investi dans de gros films qui ont coulé. Superman 4 a coûté 30 millions et en a rapporté 16. Masters of the Universe, le film He-Man, a été un autre désastre coûteux. Ils perdaient de l'argent en essayant de maintenir leur pipeline de films d'action low budget.
Dudikoff continuait à tourner entre les suites. American Ninja, il fait Avenging Force, qui aurait dû être son ticket pour le vrai Star System. Il joue Matt Hunter, un ancien agent des services secrets dont la famille est ciblée par un club de chasse fasciste. Le film est dark, brutal et contient certaines des meilleures chorégraphies jamais faites chez Canon. C'est aussi un échec financier, parce que Canon n'avait pas les moyens de le promouvoir correctement. Ils l'ont sorti en salle limitée, puis balancé direct en vidéo. Encore un potentiel franchise gâché. La même chose arrive avec Platoon Leader en 1988, pendant que Oliver Stone cartonne avec Platoon. Le film de Dudikoff est enterré. Il était pourtant bon, un regard cru sur la guerre, vu par un jeune lieutenant dépassé. Dudikoff joue contre son image, il montre la peur et l'inexpérience plutôt que l'invisibilité. Les critiques qui l'ont vu ont salué sa performance, presque personne ne l'a vu. En 1989, Canon Films est en chute libre. Menahem Golan et Yoram Globus se déchirent. Leur partenariat qui avait construit l'Empire se brise. En décembre 1989, Menahem Golan part créer sa propre société, 21 Century Film Corporation. Yoram Globus reste chez Canon, mais la compagnie est déjà morte, les dettes l'ont écrasé. Il dépose le bilan en 1993 et tout le catalogue est vendu pour payer les créditeurs. Pour Dudikoff, c'est catastrophique. Il était sous contrat exclusif avec Canon. Quand le studio s'effondre, sa carrière s'effondre avec lui. Il n'a pas les connexions pour sauter dans un autre grand studio. Son agent n'arrive pas à décrocher des rendez-vous chez Warner ou Paramount, parce que ces studios voient Canon comme une blague. Le fait que Dudikoff ramène des sommes énormes n'a aucune importance, parce qu'il le fait au mauvais endroit. Pendant ce temps, Jean-Claude Van Damme, qui avait aussi commencé chez Canon avec Cyborg et Kickboxer, réussit à s'échapper. Van Damme avait l'accent belge, les grands écarts, le physique. Il était marketable d'une façon que Dudikoff ne l'était apparemment pas. Universal le récupère. En 1992, Van Damme tourne Universal Soldier avec un vrai budget et une sortie large. En 1994, il fait Time Cop et Street Fighter avec des budgets encore plus gros. Steven Seagal est allé directement chez Warner avec Above the Law en 1988 et est devenu star immédiatement. Il n'a pas eu à passer par le purgatoire des B-movies. Il a eu le coup de pouce dès le début. Au début des années 90, Seagal faisait partie des acteurs d'action les mieux payés d'Hollywood. Et Dudikoff, il tournait des films direct-to-vidéo pour les minuscules sociétés qui voulaient bien de lui. Son nom avait encore de la valeur à l'international, mais en Amérique, il avait été oublié. Pas parce qu'il manquait de talent, pas parce que ses films n'avaient pas marché, mais parce que son studio était mort et que Hollywood avait décidé qu'il ne valait pas la peine d'être sauvé. La partie la plus cruelle. En 1994, tout le catalogue de Canon Films, y compris tous les American Ninja, est racheté par MGM pour une bouchée de pain. MGM gagnait des millions en les ressortant en VHS puis en DVD. Michael Dudikoff, dont le visage avait vendu ses films, n'a presque rien touché de ces nouvelles recettes. Il avait été payé d'avance quand Canon était encore solvable. Maintenant que les films généraient de l'argent sous le label d'un grand studio, il n'avait droit à rien. Il avait porté l'une des franchises d'action les plus rentables des années 80 et il était fauché, oublié, effacé. Le système l'avait mâché et recraché. Quand ton studio meurt, tu meurs avec lui. Au milieu des années 90, Dudikoff travaille dans le purgatoire, où les acteurs vont disparaître. Des films d'action direct ou vidéo avec des budgets sous les 2 millions. Virtual Assassin, Ringmaster, Soldier Boys, Human Shield. Certains sont corrects, la plupart sont oubliables. Il tourne en Europe de l'Est ou au Canada pour économiser. Il arrive, fait son boulot proprement, touche son chèque et passe au suivant. Les interviews de cette période montrent un homme qui comprend exactement ce qui lui est arrivé. Il n'est pas amer, il ne crache pas sur Hollywood ni sur Canon Films, mais il est honnête sur la réalité. Une fois que tu es catalogué direct to vidéo, il n'y a pas de retour. Les grands studios ne reviennent jamais à ce puits. Tu es classé, rangé, oublié. Dans une interview de 1996 pour un magazine d'arts martiaux, Dudikoff dit quelque chose qui touche profondément. « Je suis fier de ce que j'ai fait. American Ninja a compté pour beaucoup de gens. Mais Hollywood fonctionne sur les tendances et la chance autant que sur le talent. J'étais au bon endroit au bon moment, et puis je ne l'étais plus. C'est le métier. » Il continue à travailler jusqu'à la fin des années 90 et au début des années 2000. Les films deviennent de plus en plus mauvais, les budgets de plus en plus petits, les sorties de plus en plus obscures. En 2005, il arrête pratiquement de jouer. Il quitte Los Angeles, s'éloigne complètement de l'industrie. Pas de tournée d'adieu, pas de communiqué de presse, juste parti. Sa vie privée devient sa priorité. Il se marie, a des enfants, se concentre sur le fait d'être présent d'une façon que Hollywood ne permet jamais. Les amis qui sont restés en contact le décrivent comme remarquablement équilibré pour quelqu'un qui a vécu un tel retournement de carrière. Il n'est pas amer, il ne trache pas sur Hollywood ni sur Canon Films, mais il est honnête sur la réalité.
Une fois que tu es catalogué direct to vidéo, il n'y a pas de retour. Les grands studios ne reviennent jamais à ce puits. Tu es classé, rangé, oublié. Pendant ce temps, les films qu'il a tournés dans les années 80 trouvent sans cesse de nouveaux spectateurs. La VHS laisse place au DVD, le DVD laisse place au streaming. American Ninja débarque sur Netflix, Amazon Prime, YouTube. Toute une nouvelle génération les découvre. Les commentaires débordent de gens choqués. Mais qui est ce type? Pourquoi il n'est pas plus célèbre? Comment j'ai pu passer à côté? Les créateurs de contenu nostalgie sur YouTube commencent à faire des rétrospectives. Les scènes de combat d'American Ninja sont décortiquées et analysées. Les historiens du cinéma réévaluent la production de Cannon Films et reconnaissent que derrière les budgets minuscules se cachait une vraie innovation. Et au centre de tout ça, il y a Dudikoff, le Everyman Action Hero qui faisait la formule John Wick 30 ans avant John Wick. En 2013, Dudikoff fait quelque chose de rare. Il participe à une convention de fans. L'accueil est énorme, des files de gens qui attendent des heures juste pour le rencontrer, des fans du monde entier qui ont grandi avec ses films, des parents qui amènent leurs enfants pour rencontrer le gars des films qu'ils ont regardés 1000 fois en VHS. L'amour est sincère, ces gens ne sont pas là pour se moquer, ils aiment vraiment ce qu'ils créent. Un fan lui pose la question que tout le monde veut entendre. Est-ce que vous regrettez comment les choses ont tourné? Est-ce que vous feriez tout différemment? Dudikoff sourit du même sourire calme dans les films. J'ai pu tourner des films pendant 15 ans. J'ai voyagé dans le monde entier, j'ai rencontré des gens incroyables. J'ai vécu des expériences dont la plupart des gens ne font que de rêver. Est-ce que j'aurais aimé tourner un blockbuster à 100 millions? Bien sûr, mais je ne vais pas passer ma vie à pleurer sur ce qui n'a pas arrivé. Je suis gratifiant pour ce qui est arrivé. Cette réponse dit tout sur pourquoi Michael Dudikoff n'est jamais devenu l'avertissement amer que Hollywood attendait. La comparaison qui hante tout. Parlons de John Wick. Quand le premier film sort en 2014, les critiques saluent une révolution dans le cinéma d'action. Keanu Reeves joue un tueur calme et efficace qui veut juste qu'on le laisse tranquille. Peu de dialogue, violence maximale, chorégraphie propre et méthodique. Un personnage dans lequel on peut se projeter. Ça vous rappelle quelque chose? Joe Armstrong dans American Ninja faisait exactement ce personnage 30 ans avant John Wick. Calme, mystérieux, efficace, sans ego, sans show, juste un homme avec un ensemble de compétences spécifiques forcé à la violence. La comparaison n'est pas superficielle, elle est structurelle. Les deux personnages sont des pages blanches qui permettent au public de se projeter dans l'action. Les deux films privilégient la chorégraphie pratique plutôt que le spectacle CGI. Les deux héros agissent avec une précision robotique qui les rend terrifiants. La différence n'est pas la qualité, c'est le contexte. John Wick avait Lionsgate derrière lui, du vrai marketing, une sortie large en salle, un réalisateur comme Chad Stahelski qui comprenait le cinéma d'action. Un budget pour des combats longs avec une vraie caméra, un Keanu Reeves avait des décennies de bonne volonté grâce à Matrix et Speed. L'industrie était prête à l'embrasser. Dudikoff n'avait rien de tout ça. Il avait Cannon Films, un budget d'1 million, 3 semaines de tournage et une industrie qui méprisait tout ce que son studio produisait. Si American Ninja avait été fait par Warner Bros avec une vraie distribution, on parlerait de Michael Dudikoff comme on parle de Keanu Reeves aujourd'hui. Ce n'est pas une supposition, c'est des chiffres. American Ninja a fait 10 fois son budget aux États-Unis et est devenu un énorme hit international malgré zéro soutien marketing de Hollywood. Avec un vrai soutien studio, ça aurait pu être l'un des plus gros films d'action des années 80. Voici ce qui fait mal. Keanu Reeves, avant John Wick, avait passé des années dans le limbo. Après les suites de Matrix qui ont sous-performé et le flop de 47 Ronin, Hollywood l'avait rayé. Puis John Wick est arrivé au bon moment et il est redevenu une légende. Dudikoff n'a jamais eu ce moment. Sa fenêtre s'est refermée quand Cannon s'est effondré et elle ne s'est jamais rouverte. Hollywood avait tourné la page. L'industrie avait décidé que son temps était fini. C'est la tragédie. Pas qu'il ait échoué, mais qu'il ait réussi et que personne n'en ait eu rien à faire. La disparition. Après 2005, Michael Dudikoff disparaît complètement de la vie publique. Pas de réseaux sociaux, pas d'interviews, pas de conventions sauf celle de 2013. Il déménage avec sa famille dans un endroit calme, élève ses enfants loin du chaos d'Hollywood. D'après tous ceux qui sont restés en contact, il est heureux, serein, vivant la vie qu'il voulait plutôt que celle que l'industrie lui disait qu'il devait vouloir. Pendant des années, les fans spéculent. Certains pensent qu'il est mort et que personne ne l'a annoncé. D'autres imaginent qu'il a brûlé des ponts et qu'il a été blacklisté. Des théories du complot fleurissent sur les forums. La vérité est bien plus simple et humaine. Il est simplement parti. Il a choisi sa famille et sa tranquillité plutôt que la célébrité et la reconnaissance. Dans de rares interviews données des années plus tard, Dudikoff révèle que le rejet d'Hollywood ne l'a pas brisé, parce qu'il n'avait jamais lié son identité à la célébrité. Jouer était quelque chose qu'il faisait, pas quelque chose qu'il était.
Quand le travail a cessé d'être épanouissant, il a arrêté. Pas de drame, pas de crise, juste une sortie discrète. C'est ce qui le distingue de tant de stars d'action de son époque. Jean-Claude Van Damme a sombré dans la drogue et les scandales publics pour rester relevant. Steven Seagal est devenu une parodie de lui-même en tournant des films de plus en plus ridicules tout en prétendant être un agent de la CIA. Chuck Norris a transformé sa gloire en activisme politique. Wesley Snipes est allé en prison pour fraude fiscale. Dudikoff a juste vécu sa vie. Ses enfants n'ont pas grandi avec un père désespéré de reconquérir sa gloire passée. Ils ont grandi avec un papa présent, stable et concentré sur eux. C'est la vraie victoire que Hollywood ne reconnaît jamais. Tu peux perdre ta carrière et quand même gagner dans la vie. Dudikoff l'a compris bien avant la plupart des acteurs. En 2023, un podcast consacré aux films d'action des années 80 le retrouve pour une interview. Il est aimable, drôle et réfléchi. Il parle ouvertement de son époque chez Canon, du chaos des tournages aux Philippines, de son travail avec Steve James et de la façon dont sa mort en 1993 d'un cancer du pancréas l'a dévasté. De voir sa carrière s'évaporer quand Canon s'est effondré, mais il parle aussi de gratitude. Combien de gens ont la chance de tourner des films qui ont compté pour des spectateurs? Combien d'acteurs créent des personnages que des enfants imitent dans les cours de récréation? Il a accompli plus que la plupart des acteurs ne le feront jamais. Le fait que Hollywood ne l'ait pas récompensé avec le statut de star n'enlève rien à ce qu'il a réalisé. Vers la fin de l'interview, l'animateur lui demande s'il envisagerait de revenir au cinéma. Dudikoff marque une pause, puis sourit. Si le bon projet arrive, peut-être, mais je ne retiens pas mon souffle. Hollywood avance, c'est ce qu'il fait. J'ai avancé aussi. Je suis en paix avec la façon dont les choses se sont passées. Cette paix est ce qui rend son histoire différente du récit classique de montée et de chute. Il ne s'est pas écrasé en flammes, il a atterri doucement. Et cette dignité tranquille est plus puissante que n'importe quel comeback ne pourrait l'être. L'héritage que Hollywood a enterré. Voici ce que personne ne veut admettre. Michael Dudikoff était une vraie star de cinéma qui méritait mieux. Non pas à cause d'un potentiel, mais à cause des résultats. Il a porté des films qui ont rapporté des centaines de millions dans le monde. Il a créé un personnage iconique qui a influencé le cinéma d'action pendant des décennies. Il a apporté du naturel et de la retenue à un genre qui récompensait l'excès. Il a prouvé qu'on n'avait pas besoin d'un physique de bodybuilder ni de titre de champion pour être un héros d'action crédible. Il suffisait d'avoir de la présence, de l'intelligence et du contrôle. La comparaison avec John Wick n'est pas une hyperbole, c'est de l'histoire. Tout ce que le public a adoré chez Keanu Reeves en 2014, il l'avait déjà adoré chez Joe Armstrong en 1985. Le professionnalisme silencieux, la violence à contre-cœur, le sentiment de voir quelqu'un brisé et reconstruit en armes. Dudikoff incarnait ça 3 décennies avant que Keanu Reeves ne le rende cool à nouveau. Mais il était chez Canon Film. Hollywood ne lui a jamais pardonné d'avoir réussi au mauvais endroit. Le talent compte moins que le timing. Les résultats comptent moins que le contexte. Tu peux être objectivement réussi et quand même être effacé si tu ne réussis pas aux bons endroits. Aujourd'hui, en 2026, Dudikoff a 72 ans. Il vit tranquillement, élève sa famille. Ses films continuent de trouver de nouveaux spectateurs sur les plateformes de streaming. Les jeunes posent la même question. Pourquoi ce type n'est-il pas plus célèbre? L'héritage n'est pas ce que Hollywood se rappelle, c'est ce que le public se rappelle. Et le public n'a jamais oublié Michael Dudikoff. Hollywood a laissé Michael Dudikoff mourir. Mais vous n'êtes pas obligé. Si cette histoire vous a ouvert les yeux sur une légende que vous ne connaissiez pas, mettez un like et abonnez-vous. Nous ramenons les stars d'action oubliées d'entre les morts, une enquête à la fois. Laissez un commentaire pour nous dire quelle icône disparue mérite le prochain projecteur. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui croit tout savoir sur le cinéma d'action des années 80. Activez les notifications parce que la prochaine histoire va vous retourner le bras. L'industrie enterre ses légendes. Nous, on les déterre. On y va.